Tous et à toutes, je m'appelle Elena Zhang, directrice principale des partenariats et stratégies à l'Institut urbain du Canada. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de mobilisation pour l'initiative canadienne pour des collectivités en santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'exemples de résilience axés sur les collectivités, de réaction à la COVID-19 partout au pays, dans des collectivités autochtones, sur des réserves, hors réserves, dans des milieux urbains et ruraux. Et j'ai l'honneur d'être avec mon collègue Shadi de l'Association nationale des centres d'amitié. C'est lui qui a animé la séance à la première ronde de financement de l'initiative canadienne pour les collectivités en santé. Une séance qui a été très populaire, donc nous la faisons une deuxième fois aujourd'hui et nous sommes très heureux heureuses d'être avec vous aujourd'hui. Donc je sais qu'il y a beaucoup de participants aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. On ne vous voit pas, mais vous nous voyez. Je sais qu'il y a beaucoup d'Autochtones de partout au Canada qui travaillent dans des collectivités, qui servent les collectivités, qui font ce travail important sur le terrain. Merci, bienvenue. Nous sommes heureuses d'être avec vous aujourd'hui. Je sais qu'il y a des nouveaux arrivants comme moi ici en ligne et nous allons parler de questions comme l'autodétermination, les traités et l'histoire d'exclusion de violence qui a caractérisé en fait l'histoire de notre pays. Et moi, je suis une Canadienne de première génération. Je suis sur un parcours de réconciliation également. J'invite tout le monde aujourd'hui à se présenter dans le chat, de nous dire d'où ils viennent et de présenter leur reconnaissance territoriale. Et vous pouvez voir tous les écrans. Vous allez sur Zoom, vous allez pouvoir activer la fonction pour voir tout le monde. Dans mon cas, je suis de Toronto, qui est le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississauga, la Rivière-Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, Haudenosaunee et les Wendat. Et Toronto est régi par deux traités, les traités 13, signés avec les Mississauga de la Rivière-Crédit, et le traité Williams, signé avec les Anishinaabe. Je ne prendrai pas plus de temps pour l'introduction. Je vais vous communiquer les règles de discussion aujourd'hui. N'hésitez pas à participer dans le chat pendant la séance d'aujourd'hui. Nous avons des membres qui vont lire le chat et qui vont répondre à vos questions. Donc, posez vos questions, vos commentaires dans le chat et nos membres vont les lire en temps réel. Si vous avez une question précise sur votre demande de financement, peut-être que nous n'aurons pas l'information pour vous aujourd'hui, mais nous allons vous donner l'adresse courriel de l'initiative pour les collectivités en santé. En fait, vous pouvez écrire à ce courriel pour nous poser des questions précises sur une demande de financement précise. La séance d'aujourd'hui est diffusée en français et en anglais. Si vous voulez entendre l'interprétation française, allez au bas de l'écran, cliquez sur le bouton interprétation. Et la séance est enregistrée. Donc, si vous aimez bien la séance et vous voulez la revoir ou passer en revue en fait les exemples que nous allons donner aujourd'hui ou la partager avec d'autres personnes, elle sera publiée sur le site web de Fondation communautaire du Canada. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette initiative pour des collectivités en santé, c'est un investissement de 31 millions de dollars du gouvernement du Canada pour soutenir les efforts locaux, pour adapter les espaces locaux publics à la réalité de la COVID. Donc, cette deuxième ronde de financement reçoit les demandes jusqu'au 25 juin. Il vous reste un mois, encore un peu de temps pour présenter vos demandes. À la première ronde, nous avons reçu plus de 3000 demandes de financement, c'est-à-dire 360 millions de dollars en demande. Et nous sommes très contents de ce résultat. Nous avons financé 250 initiatives jusqu'à maintenant. Si vous voulez voir une carte interactive de toutes les initiatives, tous les projets qui ont été financés, cette carte interactive est sur le site web de l'initiative pour les collectivités en santé. Donc que ce soit votre première séance ou en fait votre première demande de financement, ou si vous avez soumis une demande à la première ronde qui n'a pas été retenue, ça nous fera plaisir de vous aider à peaufiner votre demande et vous donner des informations sur les autres projets qui se déroulent d'un océan à l'autre. Donc, c'est tout pour l'introduction. Maintenant, je passe la parole à Shadi. Shadi, la parole est à vous. Merci, Selena, pour votre introduction et merci de nous avoir donné le contexte de l'initiative
pour des collectivités en santé. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un bon vendredi. J'aimerais bien vous voir, mais je ne peux pas. Je vois des noms ici dans le chat et j'ai une liste de participants aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui se joignent à nous de collectivités partout au Canada, des territoires également. Donc, je vais me présenter pour que vous sachiez qui je suis, pourquoi je suis ici, pourquoi je fais cette présentation. Je m'appelle Shadi Hafez. Je viens de la nation Kitigan-Zini Anishinaabe. Ma mère vient de cette collectivité, de Anishinaabe. Et mon père est syrien. Mon père a immigré au Canada dans les années 80. Donc, je vis à Ottawa, en Ontario, territoire traditionnel, et je travaille pour l'Association nationale des centres d'amitié. Je suis coordonnateur et organisateur. Et l'ANCA, l'Association nationale des centres d'amitié, aide l'initiative. On travaille de concert et on travaille beaucoup dans les collectivités pour les informer de cette initiative. Et je dois dire que j'ai vu les projets qui ont été financés dans la première ronde et je crois que c'est une occasion en or pour les collectivités. En fait, au-delà de mon expérience personnelle dans mon association, j'ai communiqué justement l'existence de cette initiative à mes collègues, à des citoyens dans d'autres collectivités autochtones, parce que c'est une très belle initiative. Et donc, je me suis présenté et maintenant, je vais vous donner une présentation PowerPoint. Donc, allons-y. Donc, donnez-moi un instant que je mette cette présentation sur mon écran. Donc, je crois que tout le monde la voit. Du moins, je l'espère. Donc, j'ai un problème avec mon écran ici. Je ne vois plus le chat. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut me dire si la diapo est visible parce que je ne vois plus le chat? Oui, on voit votre diapo. D'accord, merci. Excellent. Bon, je vous donne un aperçu de notre association, ceux et celles qui ne la connaissent pas. Donc, elle a été créée en 1972 pour représenter les centres d'amitié à l'échelle du Canada. Nous avons plus de 100 centres d'amitié partout au Canada, d'un océan à l'autre, et ainsi que d'associations provinciales territoriales. Donc, nous nous occupons d'infrastructures de prestation de services dans des collectivités ainsi que dans des centres urbains. Ça fait plus de 50 ans qu'on existe et nous essayons de servir justement les Autochtones dans des milieux ruraux, urbains, éloignés et autres. Et à l'époque, c'était surtout les centres d'amitié étaient créés dans les centres urbains, les grandes villes. Mais aujourd'hui, il y a des centres d'amitié autochtones dans des milieux ruraux, des milieux éloignés, dans des collectivités plus éloignées. Donc, nous essayons de nous assurer que la perspective autochtone est prise en compte par les gouvernements. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la COVID-19 dans nos collectivités. Comment nous pouvons bâtir des collectivités en santé malgré la COVID-19 et bâtir cette résilience à l'époque de la COVID-19. Et nous allons parler des critères d'admissibilité à l'initiative pour des collectivités en santé. Et nous allons nous pencher plus en détail sur ce projet, parler de type de projet qui serait possible, pour lesquels vous pourriez obtenir du financement de l'initiative pour des collectivités en santé. Vous allez voir un peu les projets qui ont déjà été financés. Ça vous donnera une idée, ça pourrait vous inspirer un projet. Donc vous aurez une idée de ce qui se passe déjà. Ça peut vous aider dans votre projet. Et à la fin de la séance aujourd'hui, nous aurons une période de questions. Il y a deux citations ici pour de la COVID-19.
Au Canada, les soins de santé pour les nations autochtones ont toujours été inadéquats en raison des inégalités sociales et structurelles en matière de logement, de pauvreté et d'autres déterminants sociaux de la santé que l'Organisation mondiale de la santé définit ainsi. Les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. Donc, avec la COVID-19, et lorsqu'il y a des problèmes de santé dans les collectivités, les problèmes sont exacerbés par les manques, en fait, les lacunes infrastructurelles dans ces collectivités. Donc, la COVID-19 a un impact démesuré sur nos collectivités. Le mouvement des centres d'amitié, en fait, a été touché aussi. Certains centres ont été fermés dans certaines collectivités ont été fermées, on ne peut ni en sortir ni entrer dans les collectivités. Donc, il y avait des couvre-feux qui ont été imposés, on ne pouvait plus se rassembler. Donc, ce sont des problèmes qui ont été pires peut-être dans les milieux ruraux et éloignés. Et c'est en jeu aussi, de mon point de vue, et en fait c'est ce que j'entends dire avec mes membres, c'est que les aînés sont très à risque dans cette situation. Il faut protéger nos aînés. Et vu que la COVID-19 semble cibler les aînés plus que d'autres groupes d'âge, je crois que dans ma collectivité, les aînés sont les gardiens des traditions, des connaissances et de la langue. C'est important de protéger nos aînés, de les faire participer justement à cette réponse à la COVID. Et cette situation covidienne rend très difficile le transfert de connaissances de nos aînés à nous. Donc il y a eu différentes réactions. Il y a eu des couvre-feux dans des collectivités au complet. Certaines mesures sanitaires ont été prises dans certaines régions, certaines collectivités. Il y a eu le processus de vaccination qui a été lancé. Ça se déroule, c'est en cours. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la vaccination, je crois que nous avons vu des tendances positives. Les choses se sont ouvertes davantage. Le couvre-feu, il n'y a plus de couvre-feu. Donc, les collectivités sont plus ouvertes maintenant que la vaccination a commencé et son œuvre. Donc, il faut se pencher sur d'autres façons de maintenir la santé communautaire. Donc, on sait que ce type de pandémie pourrait se reproduire. Et la COVID a inspiré différentes façons de communiquer entre les gens. Et je crois que c'est c'est ça que l'initiative pour les collectivités en santé va nous aider à faire, c'est-à-dire prendre de nouvelles solutions et les rendre, les généraliser en fait. Je voulais parler un peu de ce que c'est que de maintenir une collectivité en santé, une ville en santé, un lieu de vie sain. Donc il faut se demander qu'est-ce que la santé, quelle est notre définition de la santé, qu'est-ce qu'une collectivité en santé? Et je crois que nous avons un point de vue holistique, nous avons une approche holistique de la santé, très spirituelle également. Et on croit que l'esprit doit être sain pour que le corps soit sain également. Donc, l'esprit, en fait, l'identité est très forte dans nos communautés et il faut que la relation entre les aînés et les jeunes soit saine également. Il faut être capable d'évaluer les risques, de les atténuer, d'aborder les situations qui se présentent à nous d'un point de vue communautaire. C'est toute la communauté qui doit faire face à ces défis. Et il faut se pencher sur des questions d'insécurité alimentaire et de viabilité économique, nous assurer que les connaissances de nos aînés sont transmises au reste de la population. Donc, ça peut se dérouler de différentes façons dans différentes collectivités. Mais comment toujours maintenir ces aspects diversifiés, divers de la vie communautaire pendant la pandémie? C'est une question qui n'est pas toujours simple. Et on nous a demandé, nous, à l'Association nationale des centres d'amitié, de répondre à ce type de questions. Avant d'entrer dans le détail du type de projet qu'on peut réaliser et du financement qui s'offre à vous, je vais parler de
de l'initiative canadienne pour des collectivités. C'est une initiative qui s'offre aux organismes communautaires sans but lucratif, autochtones, Premières Nations, Métis, Inuit, les associations LGBTQ. Ça inclut les centres d'amitié et les centres de santé, etc. D'autres, des paliers de gouvernement, des organisations communautaires qui sont situées sur une réserve ou à l'extérieur d'une réserve. Elles sont également admissibles. Pardon. Et aussi, j'aimerais ajouter que les projets admissibles doivent, doivent répondre à un besoin identifié qui a été amené par la COVID-19. Ça doit se dérouler dans un lieu public. Et quand on parle de lieu public, en fait, ça peut être mêlant. Comme vous savez, certaines de nos collectivités ne sont pas des lieux publics. Certaines réserves ne sont pas nécessairement des espaces publics à proprement parler, mais il faut avoir une compréhension ici de ce que c'est qu'un espace public. Il faut que ça fasse, ça mette en œuvre la communauté. Il faut que ça réponde à un besoin qui a été amené par la COVID-19 et que ça réponde à ça s'inscrive dans un des trois thèmes ou plusieurs des trois thèmes de l'initiative pour des collectivités, c'est-à-dire créer des espaces sûrs et vivants, améliorer la mobilité et fournir des solutions numériques. Donc, ce sont les trois thèmes. Nous allons vous indiquer en quoi consistent ces trois thèmes. Nous allons vous donner des exemples de projets que vous pourrez réaliser dans votre propre collectivité. Nous allons parler justement aux membres de diverses collectivités pour savoir si ce serait intéressant de réaliser ce type de projet et voir si on pourrait obtenir du financement par l'initiative pour des collectivités en santé. Donc, premier thème, créer des espaces sûrs et vivants. Donc, ce type de projet, créer quelque chose dans un lieu, dans un espace public existant comme un parc, un jardin communautaire, et ça peut être des activités économiques, des activités ludiques, ça peut être des activités de toute nature. Je vais vous donner un exemple de projet qui a été financé à la première ronde de financement. C'est un projet qui a été exécuté à Squamish. C'est un projet qui avait deux buts. Un, c'était de répondre aux besoins de réunir les familles, créer des cercles d'amitié pour transmettre les connaissances traditionnelles. Donc, on voulait améliorer, créer ou changer les espaces récréatifs pour les familles qui en avaient besoin, pour que les gens puissent se réunir, continuer d'apprendre la langue et les arts, la culture. Donc aussi, un autre but, c'était d'empêcher les élèves de décrocher. Et de... Donc, nous avons fourni une infrastructure, où les gens étaient à l'abri de la pluie et des éléments, où il n'y avait pas de mur, seulement un toit, donc les gens pouvaient se réunir et échanger ensemble. Donc, c'est une activité qui se déroulait traditionnellement à l'intérieur, l'apprentissage, l'école, qui se déroulait maintenant à l'extérieur, mais on avait un toit, on était protégé de la pluie. Donc, il y a un autre projet aussi qui s'est déroulé au Centre d'amitié de Val-d'Or, au Québec. Et c'était une exposition d'art autochtone dans le centre culturel Akinabé. Donc, il y avait des expositions artistiques à l'extérieur qui s'offraient à la population et aux citoyens de la ville de Val-d'Or qui pouvaient se promener parmi cette exposition. Il y avait aussi de l'information sur les œuvres d'art, sur la région. C'était pour que les gens continuent d'apprendre et de nouer des relations avec leurs concitoyens malgré la COVID. Donc, ce sont deux exemples de projets qui ont été financés jusqu'à maintenant par l'initiative. Et nous voulons vous donner d'autres idées. Par exemple, on peut transformer un espace extérieur pour des activités communautaires, créer un espace local, communautaire, ouvert à la population pour qu'il y ait des activités culturelles, créer des jardins communautaires, organiser des cueillettes de plantes médicinales, créer des sentiers pédestres. Donc, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à vous. Il y a des programmes qui permettent de créer des espaces sûrs, bâtir des serres, par exemple. En fait, on peut aussi aborder l'insécurité alimentaire, qui a été créée par la COVID, ou ensuite nouer des liens avec les concitoyens.
Ça peut être des activités de cueillette de fruits sauvages ou de jardinage, d'agriculture urbaine ou rurale. C'est le type de projet qui est possible. Voici un exemple de projet qui a été financé par l'initiative. En fait, ça n'a pas été financé par l'initiative, c'est un projet à part, mais je crois que c'est très intéressant. Ils ont créé des tentes chauffantes, enfin des endroits où on pouvait se réchauffer. Donc c'est un peu un service à la population pour s'attaquer à la pandémie. Donc, il y a ça crée un espace public où on peut se réunir à l'extérieur. Ça permet de se réchauffer. Ça permet aussi justement de permettre aux sans-abri de se réunir le jour, parce que dans certaines collectivités, il n'y a pas de service pour les sans-abri. Donc, c'est une coalition qui a décidé de bâtir des lieux extérieurs pour que les gens puissent se réchauffer malgré la COVID, malgré en fait, en respectant les règles sanitaires évidemment. Voici un autre exemple. C'est une organisation Inuit dans l'ouest de l'Arctique qui a un programme sur le territoire. Donc, il y avait des chasseurs, des pêcheurs, des trappeurs Inuits. En fait, ce programme leur permettait d'aller dans les terres pendant plusieurs semaines et de maintenir leur pratique traditionnelle avec la famille. Donc, je sais que ce type de programme existe depuis un certain temps dans d'autres endroits, mais le besoin pour ce type de programme a été mis en lumière par la COVID. On regarde les besoins des familles dans les communautés isolées. Parfois, les familles n'ont pas grand-chose à faire à la maison. Donc, c'est un moyen de les amener dans les terres, sur le territoire et de maintenir leurs activités traditionnelles. Le deuxième thème est l'amélioration des options de mobilité. Ce sont des projets qui vont permettre de respecter la distanciation physique, mais qui vont permettre aux gens de se déplacer, que ce soit à pied, à vélo, les aider à utiliser le transport en commun ou d'autres moyens de transport. Il y a un projet que je veux souligner dans l'Okanagan, une communauté. En fait, c'est un projet qui est financé par notre initiative. Donc, la collectivité a créé des sentiers entre zones résidentielles et zones de service pour faire la promotion de la marche, des activités en plein air et aussi de rendre ces espaces accessibles à la population. Et grâce à ce projet, ils ont pu revitaliser certains endroits, certaines zones dans la collectivité pour que ce soit plus mobile. Donc, c'est un très beau projet. D'autres possibilités pour le thème des options de mobilité, ça pourrait être créer un programme de livraison d'épicerie ou d'aliments. C'est une idée qui a été mentionnée dans une réunion avec des membres de collectivité, c'est-à-dire créer un service de livraison de nourriture à domicile pour les aînés ou une sorte de camion alimentaire ambulant. Les personnes les plus vulnérables de nos collectivités sont plus exposées aux risques de la COVID et aux risques qui en découlent. Donc, parfois, elles ne peuvent pas se déplacer, elles ne peuvent pas sortir. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur offrir de ce type de solution. Donc, on peut aussi faire un projet où on va améliorer l'entrée d'un bâtiment ou l'utilisation des services, créer des espaces où il y a des haut-parleurs à l'extérieur, des bancs, un espace où on peut se tenir à l'extérieur du bâtiment pour que on puisse permettre aux gens de se réunir ou d'être à l'extérieur en respectant les règles sanitaires. D'autres possibilités, c'est-à-dire on peut créer des programmes qui font la promotion de mobilité saine, faciliter les activités liées à la mobilité, des pistes cyclables, infrastructures pédestres, des programmes dans des communautés isolées, mettre au goût du jour des installations publiques, etc. Ah, ça, ce n'est pas censé être cet endroit. Oui, on est c'est bon. Donc, voici un exemple intéressant de projet. J'en ai vu quelques-uns qui n'ont pas nécessairement été financés par l'initiative pour des collectivités en santé, mais je crois que c'est des projets qui pourraient être financés par notre initiative.
Donc, nous avons ici un service de livraison par drone dans une collectivité autochtone. Ce que j'en comprends, c'est que la communauté a créé un service de livraison par drone pour livrer les fournitures comme des masques qui arrivaient dans la collectivité. Dans la communauté, on veut, pour plein de raisons que vous comprendrez, limiter les contacts entre des personnes lorsqu'il y a une maladie comme la COVID qui court. Donc, ce drone a permis de livrer, c'était dans le nord de l'Ontario, de la nourriture, des masques, du matériel médical qui arrivait de façon centralisée à la collectivité. Ensuite, on répartissait ces éléments, ces équipements, un peu où ils devaient aller à la clinique médicale, etc. Par drone. Donc, le dernier thème, le troisième thème, c'est il est axé en fait sur les solutions numériques. Ce sont des solutions qui abordent les besoins des collectivités, les besoins numériques, pour que les collectivités soient mieux connectées. Donc, je veux parler du Conseil de santé de la nation CRI qui a soumis une demande de financement pour un- un projet de réseau Wi-Fi à Mississippi. Le réseau Wi-Fi est destiné à aider les gens à avoir accès à Internet dans la communauté, les travailleurs de la santé, autres. Chaque institution dans le village avait son propre réseau Wi-Fi. Par exemple, le réseau d'éducation, le réseau de la santé. Il n'y avait pas de communication entre ces réseaux. Il n'y avait pas de coordination. Donc, ils voulaient créer un réseau Wi-Fi centralisé. Une autre initiative en Saskatchewan, c'est le Conseil des Métis qui a créé ce projet. Ils ont créé un service de conseil pour les gens qui avaient du mal à utiliser Internet, les gens qui, en fait, qui étaient sans abri ou qui risquaient de devenir sans abri. C'est un réseau de communication numérique. Et en fait, avant la COVID, la technologie n'était pas toujours très répandue dans ces collectivités éloignées, mais la pandémie a empêché les gens d'avoir une vie soi-disant normale. Donc, les solutions numériques ont permis justement d'améliorer la communication entre les intervenants, entre les utilisateurs du service. Je travaillais dans une petite communauté autochtone à une certaine époque. Il y avait un centre de traitement résidentiel. Et maintenant, en fait, les services sont dispensés à distance. Donc, il y a certains services où on n'a pas besoin que le médecin ou l'infirmière viennent dans la collectivité, mais ces services peuvent être fournis à distance grâce à la technologie, grâce aux solutions numériques. Et il y a 10 ans, c'était impensable, et aujourd'hui, c'est possible. Voici d'autres possibilités, et on voit beaucoup de ce type de projets. Ce sont des activités culturelles, des powwows virtuels qui se déroulent maintenant. Et moi, je suis un danseur. Ça fait un an et demi que je n'ai pas dansé, mais je vois qu'il y a des powwows virtuels qui sont organisés. Et il y a des sélections virtuelles aussi qui se tiennent en ligne. Il y a des activités culturelles qui se déroulent maintenant en ligne. Il y a eu une célébration du solstice d'hiver qui était en ligne et où les aînés dispensaient de leurs connaissances et des enseignements et où ça permettait à certains aînés d'enseigner les savoirs traditionnels à la population. Il y avait des rencontres communautaires. Et dans ma communauté, nous avons tenu des rencontres virtuelles pendant la COVID. Donc, on peut tenir des réunions du conseil de bande sur Internet. Il y a des choses très précises qu'on peut faire quand il faut faire un vote. On peut voter en ligne. Donc, à l'heure actuelle, ce type de solution numérique manque un peu. On n'a pas toujours l'occasion de faire les choses en ligne parce que les solutions numériques dans les collectivités éloignées, euh, en fait, sont parfois inexistantes. Donc, ce type de projet de solution numérique pourrait justement permettre aux collectivités éloignées de tenir des activités comme celle-ci de façon numérique sur Internet. Parfois,
les aînés, ce qu'ils font sur leur porte extérieure, ils vont écrire, ils vont mettre un chiffon rouge si ça va mal, s'ils ont besoin d'aide, ou un chiffon vert si ça va bien. Donc, il y a d'autres façons de communiquer aussi également. Il peut y avoir des projets d'enseignement informatique pour les aînés. Par exemple, moi, mon arrière-grand-mère dans mon collectivité, à cause de la COVID, elle est un peu isolée. Je ne veux pas lui transmettre peut-être la COVID si je suis porteur sans le savoir. Donc, un programme d'enseignement aux aînés pour leur enseigner à utiliser Zoom, par exemple, pourrait être bénéfique. Je sais que c'était très difficile pour les aînés dans les collectivités éloignées qui n'avaient accès ni à personne ni à Internet, ou qui ne savaient pas comment utiliser Internet ou les outils. Quand les jeunes quittent leur collectivité pour aller poursuivre leurs études de post-secondaire, ils ont besoin de maintenir un lien avec leur collectivité, avec leur famille. Et le faire de façon virtuelle, ça peut être très bénéfique. Il y a des cours de langue en ligne. Moi, je suis des cours de langue dans ma propre communauté, des cours de langue en ligne. C'est fantastique. Je sais qu'avant la COVID, les cours se déroulaient en présentiel dans la communauté. Et c'était des choses qui me poussaient à revenir à la communauté de temps à autre pour suivre ces cours. Mais maintenant, il y a des membres de collectivités de partout au Canada, même aux États-Unis, qui peuvent suivre nos cours de langue. Ils sont donnés ici à Kitigan-Devi. Donc, donc, nos solutions ici, nos projets, nos initiatives ne font pas que répondre à la COVID-19, mais aussi répondre à des besoins qui existaient déjà avant la COVID-19. Un exemple d'un cours de langue en ligne de Anishinaabe-Mowin, un cours de langue d'Anishinaabe en ligne. Ici, voici un exemple de projet où il y avait un vote en ligne, un vote électoral en ligne. Donc, voilà les trois thèmes, je vous ai donné des exemples de projets qui peuvent se dérouler. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous donner un portrait assez fidèle de cette initiative canadienne pour des collectivités en santé, ce que vous pouvez faire, de type de projet que vous pouvez soumettre. Donc, nous essayons de bâtir des collectivités en santé malgré la COVID. Et aussi, je crois que bon nombre de ces projets servent à améliorer les choses au-delà de la COVID-19. Ce sont des idées innovantes pour réunir les collectivités, transmettre les connaissances, permettre le transfert ou la transmission intergénérationnelle de connaissances et mettre en communication différents groupes d'âge dans nos collectivités, les jeunes, les aînés, etc. Donc, si vous avez une idée de projet, soumettez un projet, soumettez une demande de financement, ça vaut la peine. Et je vous souhaite bonne chance dans votre processus de demande et j'espère que vous êtes en santé, en sécurité dans votre collectivité et que nous allons passer, en fait, que nous allons nous en sortir d'ici peu. Je crois que la situation s'améliore, donc j'ai hâte de pouvoir euh, rencontrer des gens en présentiel. Donc, miigwech d'avoir pris du temps aujourd'hui pour être avec nous et je vous souhaite une belle fin de semaine. Et je crois que maintenant, nous allons avoir une séance de questions. Et c'est Michel, je crois, qui va répondre aux questions. Je peux le faire également. Merci, Shadi. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Rupal. Je travaille pour l'Institut urbain du Canada. Je veux vous présenter Michel des Fondations communautaires du Canada qui va répondre aux questions sur l'initiative. Si vous avez des questions pour Shadi à propos de sa présentation ou de son travail, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et nous allons lui demander d'y répondre verbalement. Donc, Michel, oui, commençons avec vous. J'ai une question en deux parties qui a été posée dans le chat. Si une organisation a soumis une demande à la première ronde, qui n'a pas été retenue, est-ce qu'elle peut soumettre sa demande de financement à la deuxième ronde? Et si elle décide de soumettre une demande à la deuxième ronde, est-ce qu'elle peut réutiliser sa demande de financement qu'elle avait soumise à la première ronde? Merci. Merci, Shadi, pour votre présentation. J'ai bien aimé les exemples que vous avez donnés. Donc, parlons de la mécanique du programme. Oui, tout à fait. La réponse est oui. Vous pouvez soumettre une autre demande à la deuxième ronde si le projet est admissible au financement, mais qui n'a pas été retenu à la première.
ronde, vous pouvez soumettre une deuxième, une seconde demande. Nous suggérons que vous assuriez que toute l'information de votre demande est à jour et que votre projet est toujours admissible. En bout de ligne, votre demande de la première ronde est toujours dans le système. Vous pouvez y avoir accès, le voir. Vous pouvez copier-coller les réponses aux questions du formulaire dans une nouvelle demande, apporter les modifications nécessaires avant de cliquer sur le bouton Soumettre. Merci. Et dans le guide de demande, il y a des dates importantes. Une de ces dates, c'est le 30 juin 2022. Est-ce que les activités financées par l'initiative peuvent se dérouler au-delà de cette date? Les activités de projet qui ne sont pas financées directement par l'initiative pour des collectivités en santé peuvent se poursuivre au-delà du 30 juin 2022, ainsi que tant et aussi longtemps que tout le financement a été dépensé. Vous ne pouvez pas dépenser l'argent de l'initiative pour des collectivités en santé au-delà du 30 juin 2022. Merci. Donc, une question qui peut être posée dans le chat. Pouvons-nous établir un partenariat avec une bibliothèque publique, partir un organisme à but non lucratif ou établir un partenariat avec un organisme à but non lucratif ou avec un conseil de bande? Oui, les partenariats sont très bien dans notre initiative, très encouragés. Donc, le partenaire principal ou l'organisme qui va soumettre la demande doit être admissible. Vous ne pouvez pas établir un partenariat avec un organisme qui n'est pas admissible. Et il y a un modèle d'entente que vous pouvez utiliser pour conclure un organisme admissible. Oui, j'allais dire, les lignes directrices du programme contiennent des explications très détaillées et vous aurez accès à cette information. Donc, en gros, vous dites que tant et aussi longtemps que l'organisme qui soumet la demande est admissible, cet organisme peut établir un partenariat avec n'importe quel organisme, qu'il soit admissible ou non. L'important, c'est que celui qui soumet la demande soit admissible. Donc, vu qu'un organisme ne peut soumettre qu'une seule demande, est-ce qu'on peut soumettre plusieurs demandes de financement sous l'égide d'un seul programme de financement, un seul programme, un seul projet? Oui, en fait, à chaque ronde, un organisme peut soumettre une demande par ronde. Vous pourriez soumettre une demande de financement qui contient plusieurs petits projets. Cela dit, chacun de ces petits projets doit répondre aux critères et être admissible. Mais votre demande de financement doit avoir un but cohésif qui retient tous ces petits projets. En fait, il doit y avoir un but commun ou un problème que vous essayez d'attaquer avec ces petits projets. Donc, moins ces projets ont quelque chose à voir les uns avec les autres, plus ce sera difficile de faire accepter votre projet. Encore un rappel, le financement total pour une demande, même s'il contient plusieurs petits projets, sera de 250 000 $. C'est le maximum. Même si ce sont plusieurs projets, cette demande de financement ne peut pas excéder 250 000 $. Ce programme vise à réagir ou s'opposer à la COVID. Est-ce que les demandeurs doivent fournir des statistiques, des chiffres ou des données liées avec l'impact de la COVID dans leur collectivité? Eh bien, les statistiques ne sont pas obligatoires. Cela dit, il faut qu'il y ait une description de la solution qu'apporte votre projet contre la COVID et des impacts de la pandémie sur la population que vous voulez servir. Donc, il y a dans le formulaire de demande une section où on vous demande d'expliquer comment votre projet permettra d'aider les gens face à la COVID-19. Ça peut être fait de différentes façons. C'est votre explication qui déterminera, en fait,
qui terminera les choses. Shadi. Oui, c'est-à-dire pour démontrer l'impact de la COVID sur la collectivité. En fait, si vous avez des statistiques où vous décrivez, vous expliquez les façons dont la COVID a eu un impact, ou les impacts de la COVID sur votre collectivité, je crois que ça fonctionne. Par exemple, dans un cas, si les relations entre les jeunes et les aînés se sont détériorées parce qu'ils ne peuvent plus communiquer, se voir, eh bien, ou par exemple les événements cérémoniels ou les activités communautaires ne peuvent plus se dérouler dans votre communauté et ce sont des choses très importantes dans les petites communautés, eh bien, c'est le type d'argument que vous pouvez utiliser pour nous expliquer en quoi la COVID a limité vos activités dans votre communauté, en quoi la vie normale n'est plus possible à cause de la COVID. J'ai déjà une question pour vous dans le chat. Êtes-vous à l'aise à nous envoyer votre présentation PowerPoint? Si oui, oui, bien sûr. Donc, je crois que nos collègues vont mettre le lien à votre PowerPoint dans le chat. Oui, bien sûr. Ça me convient tout à fait. Il nous reste quelques minutes. Je vois qu'il y a de nouvelles questions qui ont été posées dans le chat. Donc, je vous donne quelques minutes pour poser vos questions. Michel, pouvez-vous faire la nuance sur le fait qu'on ne peut pas acheter, par exemple, de véhicules et financer cet achat par l'initiative, et la différence entre ça et les dépenses de location de véhicules? Oui. Donc, vous allez voir les critères d'admissibilité. Donc, dans le guide de demande, ce sont des fonds publics fournis par le gouvernement du Canada et l'achat d'un véhicule n'est pas une dépense admissible à l'initiative. Vous pourriez pourriez louer des véhicules, ce sont des dépenses admissibles. L'entretien d'un véhicule, ce sont des dépenses admissibles. L'achat de bicyclettes est admissible, mais l'achat de véhicules motorisés n'est pas admissible. Vous avez d'autres questions? Ou si vous avez une situation étrange ou unique, ou une idée unique dont vous voulez parler, écrivez-nous un courriel et nous allons pouvoir nous pencher sur votre situation particulière et déterminer si vos dépenses proposées sont admissibles. Mais louer un véhicule motorisé est une dépense admissible, mais acheter un véhicule motorisé n'est pas admissible. D'accord, j'espère que ça répond à la question. C'est Mélanie qui avait posé cette question. Je crois que les choses ralentissent. Je crois que ça veut dire que le guide de demande est assez complet et que la présentation de Shadi a été très exhaustive. Je crois que les gens ont reçu réponse à toutes leurs questions. Donc, je vous remercie beaucoup, Shadi et Michel. Merci, Shadi, de cette information et d'avoir partagé ça avec tout le monde en ligne. Merci, Michel, pour vos réponses à cette question. Je vais prendre un instant pour dire à tous et à toutes que nous allons diffuser un sondage à votre écran. Prenez un moment pour y répondre, s'il vous plaît. Et je vais vous dire que la prochaine séance se déroulera la semaine prochaine, le mardi 1er juin. Elle sera donnée par Amis des Parcs. Et le sujet de cette séance sera créer des espaces sûrs et vivants et adapter les espaces publics en réaction à la COVID. Et c'est une séance qui a été donnée à la première ronde et qui est de retour cette fois-ci à la demande populaire. Donc, si vous ne pouvez pas être des nôtres mardi prochain, la séance sera enregistrée et diffusée sur le site de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Merci à tous et à toutes et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bonne fête.